Sacrée période qu'on est en train de vivre là, parce que on est peut-être dans un de ces moments assez uniques que euh, les générations futures regarderont comme fondateurs d'une nouvelle géographie institutionnelle, comme 1789, 1945. Il y aurait le début des années 2020 avec des droits qui sont créés, des droits nouveaux, des institutions et des organisations pour les rendre effectifs. En quelques mots, je voudrais resituer ce travail qui est un travail d'évaluation, une justice pour l'environnement que nous avons conduit pour l'inspection générale de la justice avec mes collègues Delphine Goguet et Daniel Hatzenhofer et le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Plusieurs des 21 propositions que nous avons faites, une forme d'agenda 21 pour une justice protectrice de l'environnement, celles qui sont de nature législative, sont reprises dans la loi du 24 décembre 2020 qu'on a évoquée ce matin sur le parquet européen et la justice environnementale. C'est le cas notamment des pouvoirs renforcés de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement, la création d'une convention judiciaire d'intérêt écologique, élément clé d'une justice négociée, et la création, qui est une nouveauté tout à fait essentielle, de juridictions spécialisées en matière pénale et en matière civile pour la protection de l'environnement. D'autres dispositions devraient être retenues également à l'issue du débat en cours. Quel était le point de départ de cette commande qui nous a été passée par les deux ministres de l'époque, de la transition écologique et la garde des Sceaux, François de Rugy à l'origine et puis Elisabeth Borne ensuite et Nicole Belloubet. C'était un constat qui était un constat en fait terrible. La crise écologique, la crise climatique, la disparition de la biodiversité se répandent à une vitesse apocalyptique. Les sociétés se délitent sous l'effet des tensions que génèrent ces crises. Et la principale instance de régulation de nos états de droit, qui est la justice, est absente, sinon très éloignée de ces conflits et leur traduction en litige. Quand on a débuté cette mission au début 2019, nos collègues ingénieurs du Conseil général de l'environnement et du développement durable disaient la justice judiciaire, pénale ou civile, ne fait rien. Et on pourrait rajouter la justice administrative ne fait pas forcément mieux. Je crois qu'on a été un peu piqué au vif par cette remarque et notre réplique a été, à partir des constats qu'on faisait, c'est vrai. C'est vrai, la justice judiciaire et la justice, Émilie Gaillard, vous avez rappelé tout à l'heure Montesquieu, le rôle institutionnel que le juge judiciaire doit avoir dans la régulation des tensions dans une société. C'est moins de 1% des contentieux en matière pénale, c'est moins de 1% des contentieux en matière civile. Et le juge administratif, si on dénombre les contentieux en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, il est à peu près au même étiage. Donc c'est vrai que la justice ne fait rien, et donc on ne peut pas se contenter de ce constat, il faut relever le défi et essayer de changer réellement de paradigme, avec un double souci qui nous a guidés, qui était un souci de pragmatisme, ne pas essayer de faire un grand soir, et d'acceptabilité. Et donc, nous avons, à plusieurs étages, essayé de préconiser des changements structurels d'organisation, les juridictions pour la protection de l'environnement, avec statutairement des juges délégués à la protection de l'environnement, comme il y a des juges chargés de la protection de l'enfance, les juges des enfants, ou des juges de la liberté. Et pour rapprocher police administrative et police judiciaire, nous n'avons pas fait le grand soir et donc proposé la suppression du Conseil d'État et de la Cour de cassation pour les réunir dans un ordre juridique unique, mais au niveau territorial, la création de comités opérationnels départementaux de défense écologique, co-présidés par le préfet et le procureur, pour pouvoir arriver à connaître l'état d'avancement
des polices administratives dans leur développement, dont on a parlé ce matin, et des enquêtes pénales qui pouvaient être conduites. Préconisation également en termes de droits substantiels, en considérant que finalement, il fallait verser dans le code pénal, en renforçant les sanctions qui étaient encourues, les infractions qui sont actuellement disséminées dans un certain nombre de codes, environnement, code rural, code forestier, code minier, pour ne citer que cela. J'ai écrit, dans ce que j'écris, les infractions qui traînent sans cohérence dans les codes techniques. Et je crois que c'est assez la réalité. Nous avons une énorme dispersion des infractions qui, finalement, sont assez peu utilisées. Mettre de la cohérence aussi dans la procédure pénale. Donc, c'est dans la loi du 24 décembre, les pouvoirs d'officier de police judiciaire qui sont reconnus aux inspecteurs de l'environnement. On allait un taquet plus loin en proposant la création d'un service spécialisé d'enquête pénale environnementale, comme ça existe en matière de douane judiciaire et maintenant d'infractions en matière de finances publiques. Cohérence aussi en matière de procédures civiles, les procédures d'urgence, qui sont quelque chose de tout à fait important dans ce domaine, le référé. Et nous avons eu deux députés qui se sont saisis du sujet, Madame Untermeyer et Madame Mouchou, et qui ont rendu début mars un rapport avec 9 propositions pour éclaircir l'usage du référé en matière environnementale, que ce soit devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif. Il y a actuellement des amendements qui doivent être discutés dans le courant de la semaine prochaine, traduction législative de ces propositions. En fait, ce qu'on a proposé, c'est un ensemble qu'on a essayé de rendre cohérent, qui permet d'appréhender les litiges écologiques qui sont systémiques de manière panoptique sous l'office du juge, ce qui suppose, pour que le juge dans son office puisse changer la donne, que soit effectuée une protection efficace de notre environnement par le juge, deux compléments cruciaux dont je voudrais parler maintenant, qui sont plus au cœur de notre sujet. Le premier, il se situe au niveau des territoires. Au niveau des territoires, les parties prenantes doivent s'engager pour rendre actif ce dispositif, cet écosystème d'une justice spécialisée pour l'environnement, pour que l'accès à la justice ne soit pas simplement qu'une convention virtuelle, la convention d'Aarhus, mais une convention réelle. C'est la proposition que nous avons faite de créer des points d'accès au droit et au droit de l'environnement, qu'on appelle maintenant des maisons vertes de la justice écologique, des maisons de l'accès à la justice écologique. En fait, des lieux pour fabriquer des médiations concrètes, former des médiateurs écologiques, donner un contenu perceptible par le citoyen à la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation et l'accès à la justice en matière environnementale. Cette proposition sur laquelle nous avions fait des pré-discussions avec des réseaux et des fédérations nationales de réseaux associatifs, en fait, aujourd'hui, elle est reprise au vol par plusieurs acteurs et commence à fleurir, mais je crois que c'est parce que c'est le printemps, un certain nombre de délibérations de conseils municipaux ou de conseils départementaux, voire de conseils de l'accès au droit de certains barreaux pour arriver à expérimenter ces maisons de l'accès à la justice environnementale. C'est un mouvement qui est en train de se lancer depuis les acteurs sans attendre l'État. Ensuite, et c'est notre sujet aujourd'hui, remplir le vide dans cet écosystème de la représentation de plusieurs intérêts convergents, les générations futures et les biens communs. Donc, c'est la recommandation 19. Je vais vous lire de façon extensive, elle n'est pas très longue. Créer une autorité indépendante, garante de la défense des biens communs dans l'intérêt des générations futures, pouvant agir sur saisine citoyenne, Madame Mucciotti l'a dit ce matin, disposant d'un pouvoir d'avis, de recommandation et d'injonction, y compris en urgence, et chargé de garantir la qualité,
la transparence et l'impartialité de l'expertise environnementale, ainsi que l'information délivrée aux citoyens. Cette proposition-là, en fait, elle ne sort pas de nulle part. Elle est le résultat de la façon dont nous avons travaillé pour faire ce rapport d'évaluation, qui est en fait issu d'un travail collaboratif avec la recherche et les professionnels, un certain nombre d'entretiens et de visites que nous avons fait sur des territoires, du benchmark, du parangonnage, avec 3 tables rondes dans lesquelles nous avons réuni chercheurs et professionnels. 300, plus de 300 personnes qui ont été rencontrées, des contributions multiples d'un certain nombre d'ONG. Qu'est-ce que nous proposons en fait? Nous proposons de créer un gardien, une vigie, comme il en existe sur les droits fondamentaux attachés à la personne. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, j'en ai parlé ce matin, le défenseur des droits. Parce que ce qui est sous-jacent à cette création, c'est de considérer que le droit à l'environnement est un droit fondamental et qu'il est essentiel qu'aux côtés des juridictions, il existe, que soit mis en place un mécanisme extra-juridictionnel de monitoring pour en garantir l'effectivité. Nous n'avons pas précisé quelle devait être la nature juridique de ce gardien. Est-ce qu'il devait être de nature constitutionnelle? Est-ce qu'il devait relever de la loi? Je crois que c'est au législateur de répondre à cette question ou, le cas échéant, à l'exécutif. Mais en tout cas, sa position dans la hiérarchie des normes doit être clairement la plus élevée possible. La Convention citoyenne pour le climat avait d'ailleurs préconisé que ce défenseur de l'environnement soit inscrit dans la modification de l'article 1er de la Constitution. Notre proposition, elle est d'avoir un garant de la défense des biens communs. Avec cette question, qui représente aujourd'hui les entités naturelles? Qui représente les arbres? Qui représente les animaux sauvages? Qui représente les fleuves? Je sais que ce sujet fait débat dans la communauté juridique, mais il ne peut pas être balayé d'un revers de main savante quand aujourd'hui les citoyens se mobilisent pour la protection du Rhône, de la Loire, de la Meuse ou de la Gironde. On n'est pas en Nouvelle-Zélande. On est ici et maintenant, en France et en Europe. Notre droit civil, là-dessus, doit pouvoir évoluer. Notre droit civil, c'est le droit du vivre ensemble. Il doit apporter des solutions et le défenseur de l'environnement, cette autorité, elle doit être là pour aider à cette fabrique du droit de manière très concrète. Les intérêts des générations futures, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Les décisions qui sont prises aujourd'hui n'en verront pas les effets, pas tous. Pour les générations futures, c'est pour elles et eux que ces effets se produiront et ce seront les effets les plus durs. Et je crois qu'il faut regarder avec sympathie, avec beaucoup d'attention, ces mouvements qui sont des mouvements, les grèves du vendredi, ce que dit Greta Thunberg, aussi bien que ces collectifs de jeunes, le collectif des jeunes portugais, qui assigne en manquement devant la Cour européenne des droits de l'homme 39 États membres du Conseil de l'Europe pour des violations graves et répétées de leurs obligations, sur lequel le greffe de la Cour a décidé que cette affaire devait être examinée en priorité, notamment parce que figurait parmi les requérants deux jeunes qui avaient moins de 12 ans. Quelles compétences et on rentre un peu dans le cœur du sujet, devrait avoir cette autorité? Elle devrait avoir trois ordres de compétences. D'abord, une compétence consultative, une compétence d'avis sur les textes prolifiques qui existent dans le domaine du droit de l'environnement, pour améliorer la production normative, et je crois qu'elle en a besoin. Un pouvoir de recommandation ensuite, y compris en urgence, pour, sur le modèle notamment des recommandations qui sont faites par le défenseur des droits ou le contrôleur général des lieux de privation de liberté, écrire aux pouvoirs publics nationaux et locaux: vous suivez une mauvaise pente, vous allez droit sur la sortie de route. Notre interprète nous demande si vous pouviez juste ralentir un peu le rythme, s'il vous plaît, pour nos étrangers. Merci.
Donc, troisième ordre de pouvoir, un pouvoir d'injonction, c'est-à-dire la capacité de dire au pouvoir public de faire cesser une action sous un certain délai et pouvoir le sommer de prendre des mesures sous, par exemple, des astreintes à reverser à un fonds de protection de la nature. Nous n'avons fait qu'esquisser cette piste, mais ce qui a été dit ce matin, notamment par Hubert Delzangle et par Julien Bétail, que la formule de l'autorité indépendante permettrait, par sa personnalité juridique, de pouvoir être gestionnaire d'un tel fonds, nous paraît être une piste qui devrait être sérieusement explorée. Quelle mission devrait avoir cette autorité? D'abord, le cœur de son mandat devrait porter sur l'expertise. Il n'existe pas aujourd'hui une instance qui soit chargée de garantir la qualité, la transparence, l'impartialité de l'expertise environnementale. Le rôle de ce gardien, de ce garant, devrait être d'en assurer l'indépendance et de prévenir les conflits d'intérêts. On aurait pu s'appuyer sur des instances existantes, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Défenseur des droits, qui s'est vu confier une mission sur les lanceurs d'alerte, ou un certain nombre d'autres instances. Mais il nous est apparu qu'il était nécessaire de créer une entité qui soit une entité visible, reconnaissable par le citoyen. Je voudrais prendre un exemple très précis sur cette question de l'expertise. Aujourd'hui, quand on regarde la liste des experts auprès des cours d'appel et de la Cour de cassation, il n'y a pas une rubrique environnement. Il y a une série de rubriques qui sont totalement éclatées. Alors, il ne s'agit pas de venir capter cette compétence des juridictions, cours d'appel ou cours de cassation sur l'établissement de la liste des experts. En revanche, cette autorité indépendante pourrait avoir un pouvoir d'instruction des demandes d'inscription sur la liste, pouvoir donner un avis qui devrait pouvoir être pris en compte par les assemblées générales des cours d'appel et des cours de cassation ou de la Cour de cassation qui établissent ces listes. Mission également sur l'information délivrée aux citoyens. Une information transparente, fiable, légitime. Je crois que c'est là le déficit majeur que l'on rencontre dans nos sociétés. Bon, en ce moment, tout le monde est épidémiologiste, et si tout le monde n'est pas écologiste, on est dans une situation dans laquelle l'information est saturée, elle empêche la réflexion et on en voit bien les manques. Je l'ai dit un peu ce matin lorsque je suis intervenu, rappelons-nous Lubrizol, les multiples informations contradictoires, la perte de légitimité dans la parole publique, faute d'une autorité reconnue, identifiée, pour dire de façon légitime quelle est la réalité des choses, quel est le danger, là où il se trouve et là où il ne se trouve pas. C'est finalement, d'un point de vue institutionnel, un peu ce que font les ombudspersones en Suède. 18 mois après avoir rendu ce rapport, après avoir remis ce rapport un peu plus d'un an après qu'il ait été rendu public, cette proposition de créer une autorité indépendante s'est heurtée au moment où on a publié le rapport à un certain nombre d'obstacles. On nous a dit non, mais vous recréez encore une autorité supplémentaire, il y en a déjà trop, on ne sait plus qui fait quoi, on ne va pas en rajouter une nouvelle. Les autorités environnementales feraient déjà le job, la Commission nationale de débat public aussi, dans un autre domaine, ou le Haut Conseil pour le climat. Et du coup, lorsque Émilie Gaillard m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, par rapport à toutes ces questions et par rapport au fait qu'il y a cette mission qui est confiée à Madame la députée, j'avais un peu envie, dans l'état d'avancement législatif dans lequel nous sommes, de renvoyer un certain nombre de questions. La première, c'est
Est-ce qu'il ne faudrait pas justement recomposer dans une autorité unique les différentes instances consultatives qui existent dans le périmètre de la transition écologique pour donner de la force à la délibération, à la construction des consensus nécessaires parce qu'il faut embarquer tout le monde dans la transition écologique. Pour clarifier les rôles et donner plus de compétences. Le Conseil national de la transition écologique, par exemple, avec le Conseil économique, social et environnemental, devraient voir leur rôle amplifié, être plus participatif du niveau territorial jusqu'au niveau national. Il faudrait peut-être créer des véritables chambres des communs. C'est très intéressant de voir que la Chambre des communes, c'est House of Commons. Et ça remonte au Moyen Âge. Hein. Est-ce que, deuxièmement, il ne faudrait pas mettre à profit cette mission pour repenser la répartition des compétences entre les autorités, entre les polices administratives et judiciaires? Et en fait, commencer à briser le dualisme qui a pu correspondre à une période, mais qui est aujourd'hui non pas inopérant, mais mal opérant. Poser quelques jalons pour continuer de border le chemin. Nous croyons évidemment à la place primordiale du juge judiciaire dans cette recomposition. Mais je crois qu'il faut avoir conscience aussi de ses limites. Et pour reprendre les expressions de Michel de Certeau ou de Mireille Delmas-Marty, c'est sans doute un bricolage transitoire qu'il faut faire pour pouvoir arriver à progresser. Une piste, je crois, qui ne figure pas en tant que telle dans le rapport, serait, pourquoi pas, de placer auprès de cette autorité indépendante, de ce défenseur de l'environnement, le pouvoir de sanction administrative dévolu au préfet. Les sortir des conflits de loyauté entre la protection de l'emploi, la rentabilité des entreprises, la pression de certaines organisations professionnelles dans différents champs industriels. Ne stigmatisons pas simplement les industries agroalimentaires. Une commission des sanctions administratives comme celle de l'autorité des marchés financiers. Un pouvoir d'intervention aussi dans les instances judiciaires. Un amicus curiae systématique par une communication des affaires présentées devant les nouvelles juridictions pour la protection de l'environnement en matière pénale ou en matière civile. Avoir la capacité de faire des injonctions qui pourraient être données par le garant au parquet de ces juridictions pour l'environnement, d'engager des poursuites ou d'être partie intervenante dans un litige civil. Est-ce qu'il ne faudrait pas tirer avantage la récente mise en demeure de la Commission sur la mauvaise application de la directive évaluation environnementale en raison des risques importants de placer les préfets dans une situation de conflit d'intérêts pour donner à cette nouvelle autorité des compétences élargies en matière d'évaluation? Le besoin existe, et c'est la troisième remarque que je voudrais faire. Il existe, mais une question que nous nous posons avec mes collègues avec qui nous avons co-rédigé ce rapport, c'est de savoir si elle doit être traitée, cette question du défenseur de l'environnement, exclusivement au plan national, ou est-ce qu'il ne faudrait pas d'entrée se diriger vers une ombudsperson européenne? Ou en tout cas d'articuler une ombudsperson qui serait nationale avec des ombudspersones qui seraient supranationales, en tout cas européennes. Et dans ce cas-là, de quelle Europe parlons-nous? Est-ce qu'on parle de l'Union à 27? Ça peut être tout à fait intéressant puisque quand même la source du droit positif en matière d'environnement est de nature communautaire, de l'Union européenne. Et puis, politiquement, il y a la perspective de la présidence française de l'Union européenne qui pourrait mettre sur la table une proposition de cet ordre, ou celle plus prometteuse à 47 du système du Conseil de l'Europe. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir aujourd'hui comment est-ce que les différentes instances du Conseil de l'Europe, que ce soit la commissaire aux droits de l'homme, que ce soit l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, que ce soit la Cour de Strasbourg, cherchent par différents moyens à rentrer dans
cette question de la protection des biens communs et des intérêts des générations futures, de trouver les manières opératoires de pouvoir assurer une défense de l'environnement. Enfin, comment intégrer la proposition de la Convention citoyenne pour le climat de constituer une haute autorité des limites planétaires, sujet qui est abordé par la communauté scientifique avec beaucoup d'allant, dans cette nouvelle figure du défenseur de l'environnement. Madame la députée, je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, le message que nous aurions envie de vous faire passer, c'est que votre mission, elle nous semble vraiment essentielle, car elle n'est pas de nature technique, vous l'avez dit ce matin. Ce n'est pas un jeu de mécano institutionnel qui vous est confié, c'est bien une mission de nature extrêmement politique, au sens premier, d'organisation de la cité future, celle dans laquelle les générations à venir doivent trouver toute leur place et nos biens communs doivent avoir la protection la plus élevée. Et pour cette mission, je crois que vous devez pouvoir compter sur l'expertise des universitaires, des chercheurs, celle de la communauté judiciaire, des avocats, des procureurs et des juges. Dans cette dimension, j'aime beaucoup cette expression de Mireille Delmas-Marty, les forces imaginantes du droit. Je crois que c'est là que doit pouvoir arriver à s'exprimer cette imagination et cette créativité. Je vais vous mettre en lien à la fois le rapport et puis, je ne l'ai pas dit, mais une présentation qu'on a fait avec le Collège des Bernardins au mois de octobre dernier, dans lequel il y a pour nos amis qui ne sont pas francophones une présentation des recommandations que nous avons faites en sous-titrage anglais.